Vous devenez fort, ben là vous allez être hyper utile aux autres. Et comme tu as dit tout à l'heure, quelqu'un qui est aligné, c'est un thérapeute. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, hein. Qu'il ait une casquette de préparateur physique ou de naturopathe, s'il est aligné, il rayonne tellement de quelque chose qui est évident que tout le monde se fait inspirer par ça. Et il y a une autre phrase dans un bouquin qui s'appelle Le samouraï moderne, c'est pas l'éthique du samouraï moderne de Franceschi, c'est un autre, qui dit « La médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme ». C'est-à-dire tu laisses rentrer la médiocrité en toi, tu impactes tout le monde autour de manière négative. On va s'asseoir sur ce banc. Exact. Avec le cèdre. Le cèdre séquoia. Séquoia. Hop, on s'installe. Bonjour Pierre. Hello mon ami. On sort d'une petite séance pectoraux. Et on a décidé de faire cette interview aujourd'hui avec toi, juste derrière ce superbe séquoia qui nous a accueillis d'ailleurs. Que je pense être un séquoia, si c'est pas un séquoia vous me pardonnerez, les botanistes du coin. On est depuis 2 jours à Marcoussis. On a décidé de faire ces mini-interviews dont le titre est dans la tête d'un entraîneur. On en a un tout petit peu discuté ensemble hier soir. Le but de cette interview est d'apporter en fait un regard différent sur ce que peut être un entraîneur, l'évolution qu'il a pu avoir, et c'est surtout son chemin en fait, le parcours qu'il a mené jusque là. Donc je te guiderai avec quelques questions. Donc en premier, pour te présenter, Pierre Dufraisse, tu es naturopathe de base, tu as une chaîne YouTube que tu animes, une école de formation qui attaque à partir de septembre, mais tu vas nous décrire tout ça tout à l'heure. Tu as commencé ta carrière comment? Donc je sais que tu as fait, parce que il a été traducteur pour l'équipe japonaise de rugby à 7 ici depuis 2 jours. Raconte-nous un peu ce parcours qui a débuté au Japon. Ouais, le truc c'est que si je te posais la même question, tu aurais envie de retourner à l'enfance. Parce que la carrière finalement d'un entraîneur, d'un coach sportif, d'un préparateur physique, préparateur mental, on a plein de casquettes de nos jours, on se forme sans arrêt, toi comme moi. Ça commence très très tôt, ça commence par la passion, ça commence par... Voilà. Alors c'est vrai que j'ai vécu longtemps au Japon, j'ai vécu 6 ans au Japon. Et à cette époque-là, j'étais de toute façon déjà passionné par le sport, même si à l'époque j'en faisais pas mon métier. Et l'art de vivre à la japonaise, la simplicité, ce que nous en Europe on va appeler la naturopathie, voire l'hygiénisme, c'est une évidence là-bas. C'est-à-dire manger sain, manger bien, manger pas trop. Tu sais, tu as des règles comme le hara hachibu, ce qui veut dire le ventre à 80%. C'est-à-dire sortir de table, mais que plein à 75%, les 3/4, mais toujours garder un petit espace. C'est-à-dire ne pas avoir la peau du ventre tendue quand on sort de table, c'est dans l'hygiène de vie. C'est-à-dire c'est une évidence pour eux. Nous, on se casse le ventre, comme on dit. Hein, nous, on fait des grosses bouffes, etc. Eux, ça c'est vu comme quelque chose de plutôt négatif. Bref, ça c'est un exemple pour montrer que l'art de vivre à la japonaise, c'est extrêmement tourné sur la pleine santé, sur prendre soin de soi pour mieux prendre soin de son environnement. C'est suivre la voie de la nature. Ils sont shintoïstes et bouddhistes. Tu es resté là-bas longtemps? J'ai resté là-bas 6 ans. Oui. Donc ça a été 1 année d'université, 5 années de travail. Et à chaque monde, microcosme qu'il y avait dans le Japon, dans l'entreprise, dans la vie quotidienne, dans la rue, et après dans les cercles entre amis, je ressentais ça, cette simplicité et cette volonté de suivre une voie qui paraît être évidente. Ça m'a poussé vers la naturopathie. Ça m'a poussé vers le fait de me former dans naturopathie. En anglais, ça veut dire c'est nature et path. Donc c'est suivre la voie de la nature. Donc en fait, c'est comprendre les principes du vivant, grosso modo. Alors on parle avec mon ami Idriss Aberkan beaucoup de biomimétisme. Mais en fait, c'est la même chose. Biomimétisme, ça veut dire imiter la nature, hein, imiter bio. Naturopathie, respecter la voie de la nature. Et donc en fait, tu comprends les principes du vivant et à partir de ça, tu trouves tes propres règles. Hein, tu adaptes. On va parler de toutes ces règles. Et donc ça a commencé par là. Tout ça pour te dire que la vie au Japon m'a inspiré vers cette formation-là professionnelle. En rentrant en France, je me suis dit, bon, c'est avant tout le sport qui t'anime. Et beaucoup de sportifs vont voir des naturopathes de nos jours, c'est-à-dire pour bien manger. Généralement, c'est la diététique qui les attire. La naturopathie en France a vraiment pratiqué en fait, ce métier-là il y a combien de temps?
Alors, je suis très mauvais pour les dates. J'étais de retour du Japon en 2013, donc je commençais en 2013, donc ça va faire bientôt 10 ans. Okay. Voilà. Et j'ai commencé dans le milieu des combattants MMA. En fait, commencer en naturopathie, et ben, j'ai en fait débuté par le sport de haut niveau, sans le vouloir. Parce que c'est mes amis James et Sami Schiavo, les fondateurs de la Bushido Academy à Avignon, qui sont les grandes références en France du MMA, du jiu-jitsu brésilien aussi, qui m'ont envoyé leurs combattants. Parce que c'est des amis, mais bon, ben, tu vas suivre nos combattants, et j'ai eu voilà, des super athlètes. Donc c'était toute l'hygiène de vie à l'encadrement. Ouais. Et ça m'a tout de suite porté sur la problématique, est-ce qu'on peut allier performance et pleine santé, qui sont tout le temps séparés et tout le temps opposés. Hein. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire par la recherche de la performance, beaucoup de gens par je sais pas moi, l'hypertrophie musculaire, par la recherche d'enchaîner un volume d'entraînement ou un volume de match, vont dire ouais, on est obligé de ne pas respecter certains rythmes de repos, etc. Est-ce qu'on est vraiment obligé? Et ça, c'est toujours cette question-là que je ne pense pas avoir encore résolu le problème, hein, mais je pense qu'il faut tendre vers joindre les deux, ouais, je pense. Ok. On parle un tout petit peu de cette nouvelle école qui va ouvrir à partir de septembre. Ouais. Bah, écoute, ça s'appelle le Centre Naturopathie et Hormèse. Okay. Alors, donc la naturopathie, comme je viens de décrire, c'est très englobant, c'est très large. C'est une hygiène de vie, hein, c'est une vision globale de la chose, où l'individu, tu le prends justement dans sa globalité. Tu ne regardes pas un aspect de sa vie, mais vraiment le lien social, son cadre familial, beaucoup de choses qui touchent finalement à ce qu'est un individu, son environnement. Et son environnement, ça peut être très large. Hein. C'est pas seulement là où il vit, qui il fréquente. C'est aussi dans quel pays il habite, quelle est sa culture, son origine ethnique, ses origines, bref. Naturopathie et Hormèse, c'est la voie du renforcement naturel du vivant. Hormèse. Voilà. C'est ce H qui est très important. Tu as été un des premiers à mener cette notion-là en France. Oui. C'est quelque chose, je sais que ça fait maintenant un moment qu'on se connaît et plein de podcasts parlent, et tu es intervenu sur cette notion-là, sur plein de podcasts. Ouais. Alors ce que j'aime avec toi, c'est, et les gens qui te connaissent me contrediront pas, c'est que tu représentes vraiment ce que tu enseignes en fait. Ah bah ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Et c'est quelque chose, les gens qui te connaissent de près, souvent me disent waouh, ce mec il rayonne. Mais tu rayonnes parce que tu es aligné, je pense, par rapport à ton système de valeurs. Et j'ai quelques questions sur ce système de valeurs suivant. Okay. Ceci dit, c'est pas le but de ce podcast. J'ai vraiment envie de savoir quel est ton rythme au quotidien. Tu te lèves à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fonctionnes? On a discuté avec hier soir à l'apéro des rythmes et de l'hygiène de vie avec Lohan. J'aimerais avoir ta position là-dessus. Ouais. Comment tu fonctionnes? Puisque là tu crées énormément forcément pour l'école, je suppose que... Alors comment tu fonctionnes, ta question en fait, tu veux savoir comment je suis productif. D'où vient la productivité? Non mais le but c'est de donner en fait des petits tricks à des jeunes qui écouteraient ce podcast, ou à des moins jeunes d'ailleurs. Ouais. Alors la seule leçon qu'il faut retenir de tout ce que je vais dire jusqu'à la fin de ma vie, hein. Voilà, comme vous me verrez à 90 balais, je continue à faire des vidéos sur YouTube, vous direz, en fait, ce qu'il veut nous dire, gratuite évidemment, il n'y a jamais de pub. Hein. Non, tiens, bon, parce que les pubs sur YouTube, ça commence à devenir un peu relou. Bref, sur ma chaîne, il n'y a pas de pub. C'est tout cheminement personnel doit pousser à une méta-analyse. Point barre. C'est-à-dire une analyse de sa propre analyse. Toujours se demander pourquoi je fais la chose et pourquoi je fais le pourquoi de la chose. Et continuer toujours dans ce pas de recul sur je ressens ça, je fais telle action, j'analyse ma propre analyse. Ça part de quoi? Ça part d'une peur? Ou est-ce que ça part d'une force? Ça part de quelle volonté? Qu'est-ce que je nourris quand je fais ça? Est-ce que je mets mon ego au service de ma mission, de mes valeurs? Ou est-ce que je mets mes valeurs et ma mission au service d'un ego? Toujours avoir ce recul sur soi-même et sa propre analyse. Donc tout cheminement personnel, s'il n'est pas voué, et de ses actions, voilà, tout ce que tu fais au quotidien, si c'est pas voué à aboutir à mieux te connaître toi-même, ça ne vaut pas le coup. Alors moi j'aime avoir une structure dans la journée
et ponctuellement, comme on dit de manière très tendance de nos jours, sortir de ma zone de confort. Pour m'explorer en fait, pour se connaître soi-même. Il y a une philosophie qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup impacté, c'est le stoïcisme, qui a été porté par les stoïciens grecs puis romains. Donc on a Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, après à Rome, il y en a voilà, différents porteurs, qui nous disent bien le fondement de la philosophie, c'est connais-toi toi-même, hein, qui sera repris après. Une certaine discipline. Voilà. Mais, voilà, une certaine discipline, c'est-à-dire que pour te connaître, si tu ne vas pas voir dans les extrêmes, tu ne découvres pas la chose. Comme on a fait une séance tout à l'heure voilà, avec Laurent Butafogui de renforcement autour du squat, autour du développé couché. Avec différentes variantes, et on sait bien que si tu ne cherches pas la barre, si tu stresses pas l'athlète, tu ne vois pas ses défauts, ses déséquilibres, etc. L'être humain est pareil, c'est-à-dire que si tu ne vas pas voir dans le froid intense, dans le chaud intense, dans l'effort intense, tu ne vas pas voir les zones cachées, zones d'ombre où d'habitude tu ne mets pas le nez. Ouais, et là, tu te découvres. Dans ces zones de stress que l'individu se révèle. Voilà. Donc ça, c'est ponctuel. Évidemment, c'est pas faire ça du matin au soir. C'est ponctuel dans la journée. Et après, il y a la voie de la nature. Il y a le biomimétisme. Hein, je m'inspire de la nature. J'essaie de respecter les grands principes du vivant. Ce qui est antinomique, vraiment au sens littéral du terme, au biohacking. Biohacking, c'est hacker le bio. Je sais que je ne supporte pas ce terme. Mais c'est le terme qui me dérange, parce que tous ceux qui le pratiquent, en fait, ont la même philosophie que moi. C'est-à-dire, je veux comprendre ça. C'est utilisé par la nouvelle mouvance des médecines biohacking, type Anthony Robbins et voilà. qui sortent le dernier bouquin que j'ai commencé à lire d'ailleurs, et puis je me suis dit, wow, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui dérangent dans ces textes. Mais je suis moins proche d'eux. J'ai mon grand pote Leonardo Pelagotti que j'adore et que j'embrasse, qui utilise le terme biohacking sur la respiration, méthode Wim Hof et méthode Buteyko aussi. Mais lui, je sais très bien qu'il utilise ce terme de la bonne manière. C'est-à-dire, quels sont les principes du vivant, et on va les exploiter au mieux pour tirer le potentiel des êtres humains. C'est ça en fait, et qui se connaissent mieux même. Ce bouquin est très bon d'ailleurs, très concis. Bien sûr. Ça a été un des premiers bouquins sur la respiration où je me suis appuyé dessus. Je me souviens que tu en avais parlé. Et donc, pour répondre à ta question, je viens au rythme de la journée. Je me lève tôt parce que je me couche tôt. Hein. Avant, j'étais un couche-tard à la vingtaine, quand je vivais au Japon aussi. J'avais pas un bon rythme de vie ni une bonne hygiène de vie. Bon. Je me couche tôt, je respecte le cycle circadien, c'est-à-dire cycle du jour, nuit, alternance diurne et nocturne. On est des animaux diurnes qui vivent le jour, on n'est pas fait pour vivre la nuit. Donc généralement, quand le soleil se couche, je commence moi-même à me sentir un petit peu fatigué, et généralement je me couche pas beaucoup après. Oui, c'est vrai que le fait de ne pas mettre trop d'éclairage dans la maison, de ne pas regarder la télé, de couper les écrans, ça fait qu'on a sommeil plus rapidement, ça fait que le lendemain on se lève plus tôt. Mais là encore, il faut une certaine discipline pour pouvoir voir ça sur du long terme et avoir ses bénéfices et rentrer dans ce rythme. En fait. Alors oui, mais le problème c'est que derrière ce propos-là, à chaque fois on met de l'inhibition de l'action. Chaque fois, c'est ce qu'on discutait hier soir. C'est-à-dire comment tu fais pour pas manger ce croissant et ce biscuit, j'en ai envie, c'est appétissant et tout. Quand tu es dans le